Sécure, épisode spécial NordSec. J'ai un panel de la mort, fait que je vais vous demander de vous présenter. Mon nom, c'est Olivier Artaud. En ce moment, je fais un peu de la recherche plus académique, mais j'ai fait pendant très très longtemps du pentest en industrie. Et je suis aussi principalement connu pour avoir créé le prototype Pollution. C'est généralement ça, le monde vient de me parler. Bonjour, moi mon nom c'est Joey, je suis superviseur d'une équipe d'analystes de détection au Centre canadien de la cybersécurité, donc gouvernement fédéral. Je suis bénévole pour NordSec depuis maintenant 5 ans, challenge designer pour le CTF. Si vous avez une chance de faire les challenges de Blue Team Forensic dans les dernières 5 années, ben, je m'en excuse. Donc, tu vas nous tuer tous après le podcast, finalement. Probablement que demain, vous n'aimeriez pas vraiment ce que j'ai concocté pour cette année, ouais. Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis analyste principal chez Cyber Québec. Anciennement membre du conseil d'administration de NordSec, aussi anciennement membre du conseil du comité organisationnel de NordSec, où j'étais co-vice-président de la Community Room. Je tiens à souligner Étienne qui est là, qui est le VP de la Community Room, qui fait ça tout seul. Une bonne main d'applaudissement! Merci! Ouais! Hello, moi c'est Estelle Ruland, je suis chercheur en cybercrime à Flare. Puis moi mon dada, je dirais que c'est le data science qui est applied pour les données de cybercrime. Bonjour, mon nom est François Proux, vice-président à la recherche en sécurité chez Boost Security à Montréal, spécialisé en la chaîne d'approvisionnement logiciel en français, Supply Chain Security. Cool! Question de démarrage. On va aborder une facette de la souveraineté numérique, mettons. C'est à la mode ces temps-ci, clairement, considérant qu'on a quelqu'un qui est hyperactif au sud de la frontière. Un de ces effets-là, c'est la presque mort des CVE, et qui est revenu en vie rapidement. Et cette semaine, l'existence confirmée de l'équivalent européen qui est par rapport à ce genre de choses. Moi, je trouve ça un peu troublant globalement, mais j'aimerais ça avoir votre take là-dessus parce qu'on est en train de doubler de l'information sur deux choses. Et là, j'ai figé tout le monde. Je pense pour le doublon, ce qui va servir, en tout cas pour moi, mon domaine dans le dark web, c'est ce qui va être utilisé par les users dans les forums, dans ce qu'ils discutent. Sûrement que nous, ce qu'on va analyser, c'est les deux, mais si l'un devient la majorité utilisée par les users, c'est sûr que dans la recherche, ça va être délaissé un petit peu. Et que c'est vrai que les doublons vont plus être faits par la majorité au final, le choix. Donc, on a vu aujourd'hui, pendant un des talks à NordSec, un concept qui était bien intéressant où est-ce que c'est pas toutes les vulnérabilités qui ont un CVE en partant. Donc, oui, on arrive à un doublon, mais on arrivait déjà à ne pas avoir de CVE ou on l'avait en retard. Donc, d'après moi, c'est pas un problème nécessairement d'avoir un doublon si ça peut amener l'industrie à avoir des numéros plus rapidement, si on veut. Ouais. Je pense que c'est pas nécessairement complètement mauvais l'aspect du doublon. Par contre, je pense qu'il faut surtout voir ça comme un aspect d'une opportunité pour revoir le système de CVE. Dans le sens que le système de CVE a eu quand même beaucoup de critiques au fil des années par rapport à son utilité, à la précision des informations qui sont présentes. On s'entend qu'il y a beaucoup de vendeurs, quand ils publient des CVE, ça veut souvent dire pas grand-chose qu'ils écrivent. Des fois, les informations ne sont pas exactes. Des fois, les vendeurs veulent contester l'information qui est présente. Donc, je pense que le fait qu'il y ait d'autres systèmes qui, avec des objectifs similaires à CVE, arrivent, c'est pas complètement mauvais dans le sens que si ça peut au moins amener le domaine à revoir ces systèmes-là pour qu'il y ait un peu plus de, entre guillemets, compétition qui soit améliorée avec le temps, je pense que ça serait bien. Parce qu'on s'est un peu assis, je pense, pendant très très longtemps sur le fait que CVE, qui était organisé par le MITRE, c'était la source autoritative, on fait confiance absolue au MITRE et ainsi de suite. Ça l'a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans la façon que c'était géré qui ont été un peu discartées au fil des années. Fait que ça nous permet, du fait qu'il y ait des équivalents dans d'autres pays à CVE qui sont gérés par d'autres organisations qui sont mis en place, ça nous permet un peu d'adresser ces faiblesses-là ou qu'il y ait des façons différentes de faire qui soient proposées. Je pense que je vois ça quand même dans un bon optique, dans le sens que le doublage d'informations est peut-être pas souhaitable, mais si au moins ça nous permet d'avoir quelque chose qui adresse les enjeux que CVE avait, je pense qu'il y a quand même moyen que ça soit positif.
Ouais, ben en fait, je pense que c'est une période transitoire dans le sens où c'est un shake-up qui était nécessaire. Là. Tu sais, ce qui se passe au sud de la frontière, c'est. Là, on réalise à quel point, encore une fois, on est dépendant des Américains pour bien des affaires. Tu sais, ça a passé proche de couper le financement là, pour ça. Là. Tu sais, si on dépend de juste de tout ça pour justement travailler, je pense qu'il y a un enjeu. Fait que, je vois ça moi aussi comme positivement. La compétition, entre guillemets, quasiment, qu'il pourrait y avoir. Où là, je vais faire mon Éric Duhem dire que c'est la loi du marché le plus fort va sortir vainqueur de tout ça. Là, mais le fait est, c'est que tant mieux si c'est le cas puis c'est un shake-up nécessaire où justement on prend pour acquis certaines affaires que ça fait comme 15 ans que ça existe. Je sais pas combien de temps ça existe, ça fait en plus que ça. Mais tu sais, tant mieux dans le sens où des fois tu as besoin d'un coup de pied d'un chenol pour bouger. Là. Je pense que c'est le coup de pied nécessaire qu'on avait. Mhm. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais en termes de duplication, je pense que c'est bon d'avoir une contre-vérification. Tant qu'on a moyen, ça me dérange pas d'avoir des doublons, tant qu'on a une façon de justement corréler ces doublons-là, qu'on voit que, bon, OK, c'est le point de vue d'analyse européen versus voici l'autre. D'un point de vue analyse de données, bon, c'est juste 2 numéros qui réfèrent à deux descriptions, 2 analyses qui peuvent. L'une n'est pas nécessairement meilleure que l'autre. Enfin, je pense que, puis comme on l'a dit, ça a toujours été le cas dans les dernières années. On s'est toujours eu un peu des sueurs froides à voir qu'il était en un backlog il n'y a même pas un an. Il y a eu déjà des sueurs froides en lien avec ça. Là, c'était encore un peu plus intense avec la question de financement. Puis je pense qu'on n'est pas sorti du bois. Là. Il risque d'avoir encore des surprises dans la prochaine année, on ne sait pas. Donc, je pense que c'est très bien que la communauté, l'Europe en particulier, a pris l'occasion de faire quelque chose pour pas qu'on soit les culottes baissées s'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la prochaine année. Moi, je pense en même temps que en tant qu'industrie, on est habitué avec ces problèmes, pas nécessairement un problème, mais avec ces changements de nomenclature-là, du genre, quand on parle, exemple, d'attribution d'acteurs pour telle cybermenace, bien, encore une fois, des entreprises privées vont avoir une différente attribution pour le même groupe. Bien, ici, on va arriver à la même chose. On va avoir un CVE qui va être la même vulnérabilité. Et ensuite, on va avoir l'équivalent européen qui va avoir encore une fois la même vulnérabilité, mais qui sait non plus si on va pas avoir un autre standard qui est open source cette fois-là pour encore la même vulnérabilité. Au bout de la ligne, on parle quand même de la même chose. Puis l'industrie est déjà adaptée à ces différentes nomenclatures-là. Fait que moi, je pense que d'avoir une autre entité, un autre standard, on va survivre à ça sans problème. Ouais. Un des points aussi qui est peut-être intéressant par rapport à ça, c'est que même avant que toute cette saga-là arrive, on était déjà un peu dans une situation où il y avait déjà plusieurs sources alternatives, dans le sens qu'au fil des années, il y a quand même des compagnies comme Microsoft qui ont arrêté de publier dans CVE, qui se sont créés leurs propres standards de publication. Fait que c'est pas un concept complètement nouveau de dire qu'il y a plusieurs sources d'informations qui sont complètement différentes, qu'on doit aller chercher pour avoir l'ensemble des vulnérabilités. Fait que je pense pas qu'à ce titre-là, ce soit nécessairement un défi ou quelque chose d'impossible, parce que c'est déjà quelque chose qui est un peu présent, puis que certaines compagnies faisaient déjà. Puis aussi, le fait de rajouter plus de CVE, c'est pas nécessairement bon. Je veux dire, il y a tellement de junk, là, des CVE générés, littéralement des fakes. Là, on le sait, on a vu là, des reports générés par AI de fausses vulnérabilités juste pour créer une forme de crédibilité de certains reporters. Ou en fait, juste créer du noise, peut-être juste un déni de service. Pas très clair, mais quantité n'égale pas qualité, ça c'est clair. Je suis curieux, est-ce qu'il y en a un de vous qui est déjà passé à travers le principe de créer un CVE, de release le CVE, etc.? J'ai déjà essayé. J'ai fini par avoir des CVE qui ont été attribués, mais généralement, la façon que Myth préfère que les CVE soient soumis, c'est pas que c'est toi qui soumets directement à Myth, mais c'est qu'il y a un intermédiaire qui vouch pour le contenu. Fait que c'est soit des intermédiaires qui sont plus pour des trucs open source, ou c'est la compagnie elle-même qui émet des CVE pour ses propres produits. Fait que, par exemple, j'avais eu des CVE pour des produits de Cisco. C'était Cisco qui avait émis les CVE et dans la description, j'avais eu des crédits pour ces vulnérabilités-là.
Puis pour les trucs plus open source, c'est vraiment plus des acteurs qui, eux, ramassent un peu les vulnérabilités qui ont été rapportées et ensuite c'est crédité et c'est créé. Mais c'est rarement le chercheur lui-même, souvent, qui va créer les CVE. Généralement, la façon que Mitre préfère travailler, c'est que c'est les organisations qui ont les vulnérabilités qui doivent, eux, créer les CVE. C'est rarement les chercheurs. Puis je pense qu'il y a une structure qu'ils ont précisément créée pour éviter un peu le problème de junk. Parce que quand c'est un peu les chercheurs qui soumettent un peu n'importe quoi, ben c'est difficile pour eux de valider. Tandis que si c'est la compagnie qui avait un produit qui avait des problèmes et qui, elle, publie, il y a généralement moins de risques qu'il y ait de la junk qui soit publiée. Fait que généralement, la façon que ça fonctionne, c'est beaucoup ça. Fait que généralement, si tu as des CVE qui sont publiés à ton nom, il faut que tu t'agenouiller devant la compagnie qui t'a rapporté des vulnérabilités pour leur demander « Pouvez-vous, s'il vous plaît, publier un CVE en me créditant? Merci beaucoup. » Généralement, c'est plus ça qui se passe que nous, comme chercheurs, qui vont aller faire une demande à Mitre pour ajouter un CVE. Ben, dans mon expérience, les seuls que j'ai eus, c'est via GitHub. Le GHSA, là, qui est leur namespace de vulnérabilité. Puis parfois, justement, comme tu l'as dit, certains vendors vont demander, une fois que ça a été validé par GitHub, de promouvoir ou de comme convertir le GHSA ID en CVE. C'est arrivé par le passé, mais c'était transparent pour moi, comme tu l'as dit. J'ai jamais interagi directement avec MITRE. J'ai déjà travaillé pour Intel, McAfee, puis on était un CNA, là, un CVE Numbering Authority. Fait que j'en ai déjà filé des trucs, mais c'était pas moi. Là. C'était vraiment, il y avait une machine qui faisait ça pour moi. Là. Fait que, heureusement. Oui, mais d'ailleurs, il y a des choses, des blocs qui sont déjà préalloués aux compagnies. Fait que ça renforce cette idée-là que c'est vraiment le MITRE n'a pas intérêt à parler avec le chercheur. Moi, j'ai pas lu la nouvelle sur le modèle européen. Est-ce que vous avez peut-être une idée? Non, personne ici non plus. Mais on est tout à peu près à la même place. Cette fragmentation-là, parce que c'est ça que ça revient aussi, c'est qu'on va refragmenter. Vous mentionnez d'autres standards qui vivent à côté des CVE. Comment cette fragmentation-là, à terme, va avoir répercussion sur notre quotidien? Parce que je sais que la Terre allait arrêter de tourner quand les CVE allaient arrêter là. C'est vraiment là, c'était la fin du monde. Là, puis le monde, c'est vraiment fou la conversation qu'il y avait à ce côté-là. Si on va dans un monde fragmenté, est-ce que ça va avoir un impact réel? Là, vous mentionnez dit non, mais je veux avoir peut-être un peu plus de votre opinion. Ben dans le fond, c'est pas nécessairement le modèle CVE qui est fragmenté qui pourrait nous nuire. Ça, avoir une autre autorité, c'est pas un problème. Tant que nous, du niveau Blue Team, ce qui est important pour nous, c'est le produit ou les produits affectés, ça doit quand même continuer à respecter le même standard. Donc, un standard qui a été mis pour les CVE, qu'on a comme peu importe quel vendeur, quel produit affecté, quelle version, tant que cette chose-là est partagée parmi les autorités, parmi les standards, au niveau Blue Team, ça suit très bien. C'est juste programmatique, le problème rendu là. Ouais. Parce que je pense qu'un des gros problèmes avec la fermeture de CVE, c'était pas nécessairement la question de l'information devient fragmentée ou pas, c'est que c'était devenu un peu au fil du temps une autorité centrale pour beaucoup d'informations, dans le sens que du fait que ça soit plus présent, c'est qu'on perdait de l'information qui était utile. Puis aussi, un des très, très gros enjeux avec la fermeture de CVE, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de standards et de compagnies dans lesquelles tous les processus étaient dépendants uniquement de CVE. Fait que c'est probablement peut-être pas une mauvaise chose s'il y a une certaine fragmentation de CVE puis qu'il y a différentes sources autoritaires, parce que c'est un peu devenu, ce qui a fait ce qui était problématique, c'est que c'est un peu devenu un single point of failure, dans le sens que tout dépendait de ça spécifiquement, tandis que si on est capable d'arriver à un point où on a différentes autorités qui fournissent des informations similaires, ben, s'il y en a une qui part, ben, c'est plus la catastrophe. À ce moment-là, est-ce qu'un système décentralisé ou fédératif à la Mastodon, par exemple, pourrait devenir une avenue intéressante pour ce genre de choses-là qui viendrait répondre à la fois à avoir pas une autorité centralisée, mais une autorité distribuée et une capacité d'avoir mécanisé nos processus? Là, j'étais un peu trop violent avec vous autres, je pense. Je vous ai comme flabbergasté. Le mot blockchain m'est venu en tête, j'ai eu peur. Ça ne me tentait pas de me prononcer. Non, Mastodon, je parle pas blockchain.
On parle pas de crypto bro, là. Mais tu parles en fond community driven. OK, géré par la communauté finalement. Oui, ben chacun, comme Mastodon, tu sais, chaque serveur est autonome, Oui. puis on est capable, mais ils coopèrent entre eux autres, même s'il y a un protocole qui permet la coopération entre eux-ci. Ben, je serais bien curieux de voir justement si ça arrivait ou ça devait arriver, à quel point justement les compagnies qui ont du stock réservé déjà pour les CVI, comment réagiraient. Parce que je suis pas sûr qu'ils laisseraient ça aller aussi facilement. Maintenant, si la vision change, maintenant une vision européenne plus collectiviste, on va dire, là, c'est stéréotypé, mais c'est ça quand même. Si eux autres, le modèle prend le dessus par la force des choses, c'est l'an prochain, il n'y a plus de budget, finalement, le budget disparaît pour le développement de CVIs. Peut-être que ça va être quelque chose qui va être plus facile à intégrer, mais je vois mal les Américains choisir de laisser aller ce pouvoir-là, malgré le fait qu'on regarde l'administration américaine présentement, tout ce qui est cybersécurité, c'est le dernier sous-point pour cette administration-là. On pense à aussi ça qui a été gâté complètement. Trump qui part après Chris Krebs pour vraiment de manière revancharde. Enfin, je sais pas. C'est pas une mauvaise idée. Je sais pas comment ça s'actualiserait par contre. Bah, c'est vrai que pour revenir à tout ce qui est cyber et États-Unis, j'ai été étonné de la perte de financement parce que on a mis le doigt dessus, c'est que c'est quelque chose qui était centralisé et donc quelque chose qui a beaucoup de pouvoir dans la communauté. Donc en soi, c'est pas mauvais que ce soit plus fragmenté. Il faut juste qu'il y ait un moyen de réunir tous ces fragments pour avoir le plus d'exhaustivité dans l'information. S'il n'y a pas cet identifiant qui permet de tout rassembler, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour aller réunir toutes les données dont on a besoin, quoi. Puis, ben, on parle beaucoup de CVE, mais MITRE, le contrat de CISA couvre beaucoup d'autres choses. CWE, qui est essentiel à CVE. Bon, MITRE Attack. Il y a plein d'autres choses qui viennent de MITRE sous ce budget-là qui seraient potentiellement en trouble dans ma compréhension naïve là, de la chose. Là, quand j'ai vu on parlait de CVE, mais je pense que ça couvre beaucoup plus large que ça et les problèmes seraient peut-être encore plus graves que juste ça. Ben, il n'y a pas juste ça, il y a les têtes dirigeantes du NIST qui ont levé les pieds aussi. On a une disparition dans la pôle position américaine sur beaucoup de. Sur quoi on s'appuyait? Parce que sérieusement, c'est le NIST, on s'appuie beaucoup là-dessus. Le MITRE, on s'appuie beaucoup là-dessus. On est très dépendant de structures américaines qui, clairement, avec le temps, n'ont pas la robustesse ou la pérennité qu'on avait anticipé ou qu'on avait imaginé. Fait qu'on se retrouve dans un contexte où on a reçu un bon coup de pied dans les chenolles, effectivement. Ça nous exige à re-questionner qui doit tenir le pôle de ça ou comment on le redistribue, parce que clairement, on ne peut plus se fier sur les Américains pour ce pôle-là. Puis clairement, il y a un désinvestissement démesuré et d'une très grande tristesse à certains égards parce qu'ils ont avancé beaucoup de choses. Puis par rapport à ça, comment, de façon peut-être plus large, comment vous percevez le coup de pied dans les chenolles? Puis c'est grave au sens des standards comme le NIST, mais c'est grave au sens de l'application des règles aussi et de comment les méchants vont gagner du terrain à cause de ce désinvestissement-là. C'est grave de la manière que ça se fait. Ça se fait de manière chaotique. Puis de manière genre, Trump se lève à un moment donné et il a décidé de couper genre les vivres à CISA ou à d'autres organismes. Tu sais. Je pense que n'importe quoi qui peut nous amener le plus loin possible d'une centralisation américaine est une bonne chose. C'est la manière que ça se fait. On a une période d'incertitude par rapport à ça. Il n'y a personne qui aime ça, l'incertitude, en tout cas. Bref. Tu sais, je pense que c'est pas tant je pense qu'on est assez d'accord là-dessus que la pluralité de points centraux où l'information c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est comment qu'on le fait présentement. Là, on tire le tapis sous les pieds des gens pendant qu'ils sont encore debout, puis c'est ça le problème. Pour la réalité de ce qui est utilisé par les méchants, comme tu disais, on voit déjà une grande majorité de users sur certains forums qui n'utilisent juste pas les CVE. Ils mentionnent une vulnérabilité et ils mentionnent le produit, mais c'est quand même une grosse partie de ce qui est dit qui n'utilise aucun identifiant standardisé. Donc en fait, le problème va peut-être même être réglé, c'est-à-dire qu'ils vont plus l'utiliser du tout, si c'est plus maintenu. Donc j'attends de voir un peu, mais c'est sûr que si on a une pluralité, ça va beaucoup plus compliquer la collecte, je pense. Donc on revient un peu au thème de la souveraineté électronique, encore une fois, mais
moi, je pense que l'industrie canadienne puis le talent canadien peut aussi jouer son rôle dans ce bouleversement-là. Comme tu l'as mentionné, ça s'est passé très vite, donc on n'a pas eu encore le temps de réagir à ça. Mais de voir que l'Union européenne est capable de réagir rapidement, super souhaitable qu'on est capable d'imiter ce modèle-là aussi de notre côté. Bon, les avantages par rapport au modèle européen là, qui bouge rapidement, c'est déjà fascinant parce que c'est pas une entité juridique qui a la capacité de bouger très rapidement. Fait que justement, de voir ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis le Canada n'a pas en théorie, n'a pas cette capacité ou ce devoir de consensualisme auprès d'un certain nombre d'États membres. On est quand même un peu plus agile. Puis ce serait effectivement très intéressant de voir le Canada reprendre une position intéressante et de donner l'exemple un peu aussi. Là. Je pense un point intéressant aussi à amener par rapport au saut des investissements, c'est qu'on parle beaucoup c'est les acteurs malveillants qui sont avantagés par ça. Mais je pense aussi une facette qui est quand même très, très intéressante, surtout quand on parle du désinvestissement de NIST, c'est que NIST, ça reste une des très rares organisations qui est indépendante, qui fournit de l'information indépendante sur ça devrait être quoi, les meilleures pratiques, les approches qu'on devrait avoir en entreprise. Puis si on enlève ces informations-là indépendantes, tout ce qu'on a, c'est les compagnies qui pitchent leur pitch de vente. Il n'y a pas vraiment d'autres organismes qui fournissent beaucoup d'informations indépendantes. Puis je pense qu'une des grosses pertes qu'on peut avoir avec le désinvestissement d'organisations comme NIST, c'est le fait que le seul discours ambiant puis les seules données qui existent, c'est des données fournies par les vendeurs. Puis ça, c'est quelque chose qui éventuellement fait mal aux compagnies parce qu'ils n'ont plus accès nécessairement à de l'information de qualité sur comment et qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place dans leurs organisations. J'ai une question pour vous, en fait, concernant ça. Quand on parle du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne, on a une vision qui est normale, très occidentale par rapport à ça. Moi, je me questionne sur les spécialistes en cybersécurité en Russie, en Corée du Nord, en Iran, les méchants, là. Eux autres, utilisent-tu les CVEs? Est-ce qu'ils se basent sur le NIST, les standards du NIST? Je veux dire, ils ont-tu leur propre... puis je le sais vraiment pas, là, puis je demande la question naïvement ou pas, là, mais est-ce qu'ils ont leurs propres autorités de certification? Dans le sens où eux autres, ils n'ont jamais dépendu peut-être du NIST puis de la standardisation des CVEs. And somehow they live, là. Genre, c'est-tu ça qu'ils utilisent? Le savez-vous? Y a-t-il quelqu'un qui le sait ici? Ben, on peut regarder pour ce qui est de la Chine, ça fait plusieurs années qu'ils ont développé leur propre système de gestion de vulnérabilité complètement indépendant et c'est complètement géré par l'État avec un contrôle très clair dans la loi. La loi chinoise a changé il y a quelques années pour qu'ils aient le first take sur les vulnérabilités avant qu'elles soient mises dans ce registre public pour garder probablement dans un registre privé. Donc, je pense que oui, ils ont leur registre, puis ils sont indépendants de ça. Les autres pays, à ma connaissance, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, on n'en parle pas, n'ont pas rien du même degré. Mais je pense que toutes les entreprises, c'est sûr que si on parle des États, dans un cas plus de contre-espionnage, espionnage, etc., on parle complètement d'un autre sujet. Si on parle plus de cybercriminalité, je pense que oui, les cybercriminels généralement sont un peu lazy, souvent ne vont pas avoir le financement pour avoir un horde de zero day à pelleter. Donc oui, évidemment, c'est facile d'utiliser les mêmes scanners que nous, on utilise, puis d'avoir un avantage de quelques jours, quelques semaines ou plus à utiliser des vulnérabilités ou qui sont déjà découvertes. Il y a des exploits gratuits. Mais bon, je pense que pour répondre à ta question, il faut vraiment distinguer les États versus cybercriminels. Oui. Effectivement, mais dans le cas de la Chine, c'est eux autres ont décidé d'armer le chose parce que les autres, ils sont vraiment dans une logique militaire au sens de l'utilisation de ces choses-là. Les Américains l'ont jamais dit, mais c'était aussi ça aussi qui sous-tendait un peu ces structures-là.
On se l'aura pas. C'est un avantage concurrentiel pour une raison que je comprends pas. C'est très sincèrement pourquoi le président actuel dévalue la valeur stratégique, parce qu'il y a une valeur stratégique à ces informations que les Américains détenaient. Et ils ont volontairement décidé d'abandonner leur poste, leur position de dominance sur ce genre de choses-là, ce qui était particulier. Le problème, c'est que là, l'empereur est nu, c'est-à-dire que tous les autres pays de l'Occident se sont trouvés que là, finalement, on est nus aussi. Puis on s'en est rendu compte en même temps que les États-Unis ont posé posent les gestes, parce qu'il y en a plusieurs, puis il y a une succession. Puis à la blague, je dis souvent, parce que j'ai l'impression que Trump a un problème de prostate, fait qu'il se lève pour aller aux toilettes en plein milieu de la nuit. Puis là, il est fâché de la vie parce qu'il se lève en plein milieu de la nuit. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va faire sur Truth Social, il va faire un espèce de geste un peu obscur qui va détruire un fragment de la société américaine et donc, des fois, des conséquences sur nous. Et je n'avais pas l'intention de voyager aux États-Unis prochainement, fait que de toute façon, je peux en parler librement, fait que c'est pas super grave. Fait que donc, je vais voir un peu votre take là-dessus, voir sur le fait que justement, l'empereur est nu et nous aussi. Et comment nous, puis le Canada, parce qu'on est quand même là, et le Québec, incidemment, comment on peut se repositionner? Ça a été un peu ouvert, là, la conversation, mais il faut vraiment avoir des gestes concrets, puis pas être attentiste. Je pense qu'un des enjeux qui doit faire transpirer du monde à Ottawa, et peut-être que tu pourrais me le confirmer avec le CCCS, c'est la dépendance que le Canada a au niveau du renseignement par rapport aux Five Eyes. Dans les 5 pays membres des Five Eyes, les dominants, c'est les États-Unis puis la Grande-Bretagne. Le Canada est à peu près au même niveau que la Nouvelle-Zélande, là, dans le sens de ma compréhension, puis là, tu me corrigeras si j'ai tort, là. Mais puis, probablement, tu vas pouvoir dire, je peux pas en parler, je suis sur le secret professionnel, mais on va te squeezer quelque chose pour te forcer à parler. Probablement que ça va être je suis pas assez payé pour en parler. OK. Above my pay grade. Mais tu sais, on avait, et là, on a encore plus une position de vulnérabilité au niveau du renseignement, dans le sens le Canada dépend presque. Tu sais, je fais rire, excuse-moi, je vais blesser ton employeur, c'est pas le but, là, mais moi, je vais me gâter. Mais tu sais, les bulletins du CST, c'est des bulletins calqués sur ceux de ce qui sort des États-Unis, puis du GCHQ, de la NSA, tu sais. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup d'autonomie par rapport au renseignement, du renseignement cyber et autres, là, mais particulièrement cyber. Puis là, on est devant une position où celui qui nous fournissait en renseignement, les États-Unis, est hostile à nos intérêts, carrément. Fait que, tu sais, comment est-ce que même le Canada peut se revirer de base, qu'on a les capacités de captation, les capacités d'aller rechercher du human, du GeoInt, etc. par rapport à ça, je pense qu'on est particulièrement vulnérable dans les circonstances actuelles. Puis même, est-ce qu'on peut même prétendre, là je lance, ça c'était peut-être un peu exagéré, mais peut-être le temps me donnerait raison, mais est-ce qu'on peut même dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du intox, genre du renseignement empoisonné venant des Américains, si ça peut fitter leur positionnement géostratégique, tu sais? Clairement, tu ne veux pas aller aux États-Unis dans la prochaine année. J'ai cancellé 2 voyages cette année, tabarnak, fait chier, mais en tout cas, ouais. No comment. Personne ne va vouloir répondre, là. Toi aussi, tu as flabbergassé tout le monde avec quelque chose d'un peu trop brutal avec. Désolé. Non, mais on va dire. On salue Donald Trump. L'agent orange. En plus, c'est une casquette rouge, fait que. Genre, c'est pas une casquette MAGA pour ceux qui sont dans le fond, là, je vais le mentionner. Bon, il y a un fan des Mets ici, là. Mais pour revenir peut-être évacuer un peu sur le fait du renseignement, ce qui est un peu peut-être malaisant pour les personnes qui sont là, mais au niveau du développement de la capacité canadienne, parce que puis même au niveau entreprise, on a un problème. Là. On a quand même des compagnies canadiennes ici qui sont présentes là, sur des choses qui développent de très belles technologies. Mais ça, c'est des cas de plus d'exception que la normalité. On est très dépendant, technologiquement parlant. Tu parles de renseignement, mais la technologie qu'on utilise, même les avions de chasse, on a des problèmes de dépendance avec les Américains. Il a été question qu'ils soient capables de désactiver les avions en vol, ce qui, heureusement, n'est pas tout à fait le cas. Ce qui, en tout cas, du moins, jusqu'à preuve du contraire. Donc, d'un point de vue pur logiciel, comment on se positionne, comment on fait comme Canadien pour dire, ouais, ben, on va réduire notre dépendance, autant on arrête d'acheter des framboises de Californie, mais comment on arrête d'acheter des
des logiciels américains, comment on se positionne par rapport à ça? Puis c'est un peu moins subversif que ton élément. Là. Je vais même répondre à ça. Je pense qu'on est rendu au point où est-ce que le statu quo de nos chaînes d'approvisionnement, on ne peut plus laisser ça même. Il faut repenser tout ce qui est supply chain, autant on parlait des framboises, ça en partant au niveau logiciel, au niveau on parlait un peu plus de NIST et des CV. Donc, c'est comme repenser tout notre modèle de chaîne d'approvisionnement. C'est là qu'on est en plein dedans en ce moment. Fait que c'est de savoir qui va sortir avec les bonnes idées, les bonnes initiatives. D'après moi, il nous reste plus grand temps pour comprendre ça puis arriver à des gestes concrets. Ouais. Je pense qu'on a aussi eu pendant comme longtemps une certaine problématique au niveau de la valorisation du talent technique, dans le sens que je pense que pendant quand même très très longtemps, la mentalité générale, c'était que si tu veux faire du travail de pointe en TI, tu allais travailler aux États-Unis ou tu allais travailler pour des compagnies américaines. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui a fait en sorte qu'on ne s'est pas nécessairement développé au Canada une expertise en TI qui était de pointe. Parce que la mentalité, c'était si tu veux faire du travail de pointe, va travailler pour une compagnie américaine. Puis je dis ça, puis j'ai aussi fait ça aussi un peu. Mais ça a été quand même pendant très très longtemps un peu cette mentalité-là. Puis je trouve que du fait qu'on a eu de la difficulté, puis qu'on a encore la difficulté à valoriser le talent technique, ça l'a fait en sorte qu'on a eu de la difficulté à avoir des organisations qui étaient très très bonnes en TI, parce que si tous tes seniors qui veulent avoir plus de carrière, plus de défis, vont en bonne partie travailler pour des compagnies américaines, ben, il t'en reste plus nécessairement pour tes compagnies canadiennes après. Ben, je pense. Oui. Je pense que ce que tu as dit résonne très fortement avec moi parce que je suis très fier de notre équipe de recherche à Boost Security. On est ce que je n'ai pas peur de le dire, world class en termes de notre niche. On a un certain créneau assez ciblé où on ne laisse pas notre place, puis on publie des articles, puis on va à des conférences, puis les gens respectent vraiment ce qu'on fait dans notre niche. Puis je pense qu'on mérite d'en avoir autant. On est capable. Je veux dire, il y a, je le sais, il y a des gens extrêmement talentueux. Il y en a ici sur le stage. Il y en a partout à NordSec. Demain, cette salle-là va être pleine de gens très talentueux. Ben, je pense qu'il faut que ce message-là passe à ces gens-là. C'est la relève. Puis il faut justement qu'ils voient que aller travailler pour une entreprise américaine versus une start-up canadienne ou québécoise, puis de mettre ce talent-là avec une fierté, justement, de dire on est capable de faire. Écoute, NordSec, vous voyez la qualité des challenges qu'on fait? Ça veut dire qu'il y a vraiment une créativité incroyable. On peut mettre ce niveau d'énergie à créer des challenges puis à les briser. Imaginez si on mettait une fraction de ça le restant de l'année à créer de la technologie ici. Bah moi, j'ai aucun doute qu'on ait le talent ici. Au risque d'être pessimiste, je pense que c'est surtout l'adoption de ces nouveaux produits qui pourraient faire obstacle. J'ai l'impression que le monopole, entre guillemets, des softwares américains est tellement gros, puis est tellement encouragé aussi par tout ce qui se passe dans le mainstream, que si quelque chose de bien était fait made in Canada ou autre chose, il faudrait quand même un sacré temps pour que ce soit adopté par tout le monde sans rechigner ou des choses comme ça. Il y a un exemple qui me vient en tête dans le milieu public. OK? Au niveau fédéral, il y a eu un projet, peut-être, j'imagine certains d'entre vous, vous allez vous souvenir de Can Cyber ou pas. Il n'y a pas de réaction, en tout cas. Mais on est gêné. Ouais, c'est ça. Non, mais pour le vrai, Can Cyber, pour moi, c'est un exemple d'un projet gouvernemental qui était génial, que j'ai utilisé, que j'aimais beaucoup. Sommairement parlant, là, c'est essentiellement, on donne accès à des entreprises, on met en vase communicant des entreprises privées, des services de police, puis le milieu public aussi, pour qu'ils partagent du renseignement de menaces, notamment les indicateurs de compromission, etc. On leur donne accès à des feeds, genre le feed de Binary Defense, etc. Pour certaines entreprises qui se qualifient free of charge. Ça, pour le milieu de la
PME, notamment au Québec, dans lequel j'ai évolué presque toute ma carrière, ça valait de l'or. Puis c'était un super projet, puis c'était le fun. Ça donnait un accès à du renseignement, à des données que les PME peuvent pas se permettre de payer. Ils peuvent pas payer fucking 250 000 $, pour Recorded Future pour leur software, OK? Ils ont accès à quelque chose de bien. Évidemment, il y a eu un changement de ministre, puis il a tout coupé ça parce que c'était trop bon. Mais là, on est capable de faire quelque chose, même rapidement, en fait. Le gouvernement fédéral fait quelque chose de rapidement, il faut le souligner, ça n'arrive pas souvent. Mais vraiment, il y a un historique de ça, c'est possible de le faire. Et ça, surtout si c'est fait au niveau du public versus le privé, ben, t'es pas dépendant de genre les actionnaires décident que là, la priorité dans cette entreprise-là, c'est plus ça. Fait que là, on perd le financement de ce software. Là, c'est une vision publique de la chose. Donc, il y a un historique, il y a un background, il y a des faits vécus dans le passé. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on n'est pas capable de refaire ça. C'est une question de leadership. Puis là, est-ce qu'on a ça présentement? C'est Mark Carney. Est-ce que ça s'appelle CanCyber? Je crois que non. Mais le CCCS, justement, le Cyber Center, en ce moment, on a des services que les secteurs critiques du Canada, donc on parle ici gouvernement fédéral, évidemment, on parle de tous les niveaux des gouvernements, donc municipal, provincial, autochtone, le secteur des finances, le secteur des télécommunications, j'en passe. Toutes ces personnes, ces industries-là, de ces secteurs critiques-là, peuvent s'abonner à nos services MISP qui permettent ces genres d'échanges-là. Donc, est-ce que c'est complètement mis à off? Moi, j'irais avec non. D'après moi, la mouture a changé. Mais c'est le genre de service qui existe encore. Mais je pense là-dessus aussi, un des trucs, c'est peut-être le milieu qui a peut-être un peu je dirais blanc, mais c'est pas exactement un blanc, mais je pense aussi que le monde qui travaille en TI ne s'investisse pas nécessairement beaucoup en politique. Puis si on veut voir ces initiatives-là avoir de la pérennité, malheureusement, ça prend du lobbying qui est fait par des organismes, ça prend du lobbying, c'est ça. Ce qui fait que les trucs restent en place pour l'industrie, c'est parce qu'il y a des lobbyistes qui sont payés. Fait que si nous, comme communauté, comme milieu, on ne fait pas du lobbying actif au niveau politique, c'est sûr que ces initiatives-là vont avoir la difficulté à avoir de la pérennité. Puis je pense que c'est aussi un peu la responsabilité d'un peu tout le monde dans le milieu d'essayer autant que possible de faire un peu de lobbying quand ils en ont l'occasion pour dire oui, ces projets-là sont importants. Parce que s'il n'y a personne qui le fait, ben à un moment donné, il va manquer d'argent pour faire des projets. Puis s'il n'y a personne qui en a parlé en faisant du lobbying, ben ça se peut que ça soit le premier qui part. En parlant de lobbying, puis j'adhère à ce que tu dis. Le problème qu'il y a, en tout cas du moins à ma perception, puis vous me corrigerez si j'ai tort, c'est que ce n'est que des compagnies privées qui ont l'argent, le temps et l'énergie pour effectuer ce genre de choses-là. Donc, on revient au principe qu'on réenferme dans une vision qui est de grandes compagnies avec des poches profondes qui sont capables de faire ça. Et quand dans la communauté, puis le NORDSEC est une belle représentation de la communauté. Est-ce qu'on serait capable, à travers NORDSEC, Montréal ou peu importe, le groupe communautaire dans lequel on est, de faire le lobbying nécessaire pour arriver à ce que tu mentionnes? Ouais. Parce que je pense que c'est vrai que c'est difficile au niveau individuel. Par contre, il y a beaucoup d'OBNL qui sont capables de le faire, du lobbying, pour certains enjeux généralement très, très précis. Fait que c'est pas, je pense, complètement hors portée de dire qu'une entité non corporative, je pense que c'est un peu trop simpliste de dire qu'une entité qui est non corporative ne peut pas faire de lobbying. Par contre, c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie. Fait que ça prend généralement des structures avec des OBNL dans lesquelles il y a des personnes qui sont un peu plus assignées, qui sont un peu plus payées ou désignées. Mais je pense pas que c'est complètement hors portée pour les communautés. Mais c'est sûr que si nous, comme communauté, on ne travaille pas à mettre en place ces OBNL-là, à mettre ces groupes d'influence-là, ben c'est sûr qu'à un moment donné, les enjeux qui sont chers à nos communautés ne seront pas nécessairement écoutés au niveau politique. Je t'entends dire OBNL. Moi, ce qui me saute tout de suite en tête, c'est NORDSEC. S'il y a bien une OBNL au Québec qui démocratise la cybersécurité pour l'industrie, pour ses
plus petits acteurs-là, on parle des petites entreprises, une compagnie d'assainissement d'eau, on parle des genres d'entreprises que la personne de cybersécurité, c'est la même personne qui fait l'IT en même temps. Ces genres de conférences-là, c'est pas élitiste, c'est fait pour justement éduquer l'industrie, amener ce genre de discussion-là, pouvoir rencontrer des gens qui travaillent plus dans des entités, si on veut, gouvernementales ou des entités plus privées. Ça permet ce genre d'échange d'idées-là, puis c'est une des solutions à ce genre de problème-là. Ben, il y a CyberEcho qui est le partenaire, le commanditaire principal cette année de NordSec. Et donc, je pense que ça vaut la peine de le rappeler pour ceux qui l'ont pas entendu lors de le speech ce matin. CyberEcho en fait beaucoup pour la communauté parce que c'est avec de la vraie argent. Je veux dire, si vous comprenez, CyberEcho, c'est principalement les banques canadiennes qui ont parti ça et plein d'autres CISO qui ont de l'argent, ils ont des ressources pour le mettre là-dedans. Ça continue de grossir. Puis je pense que c'est un bon véhicule justement qui est financé à l'année longue avec une vision, un objectif qui est vraiment un plus aligné là-dedans. C'est certainement en tandem avec la communauté de NordSec qui est plus la prochaine génération, puis le côté technique. Mais certainement, CyberEcho, à mon avis, est un bon véhicule qui pourrait être étendu avec une vision un petit peu plus politique, si on pourrait dire. Je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de qui que ce soit, là, mais... Ce genre de lobbying-là. Puis ce qui m'a sauté un peu au visage pendant ce qu'on parlait, c'est que, puis c'est un peu un problème du NordSec et de la communauté en général, c'est qu'on prêche entre nous. C'est pour moi, un des énormes problèmes, puis une des énormes difficultés, dont notamment le podcast est un exemple parmi d'autres, d'initiatives que j'essaie de faire de transcender en dehors de notre domaine, parce que prêcher entre nous, là, on est tous convaincus qu'il faut, tu sais, on est content, puis on vient célébrer ici l'excellence technique, on vient célébrer ces choses-là entre nous. C'est un parti qui est très centré vers nos préoccupations à nous. Et comment on fait pour transcender, donc, au lieu de juste se regarder entre nous et d'être content qu'on est bon, puis on est excellent, de transmettre ça, puis le lobbyisme, oui, mais comment on réussit à sortir que Radio-Canada s'y intéresse pour de vrai, pas dans une capsule de 30 secondes où il y a juste les bouts pertinents, les 3 mots-clés qui sortent, puis finalement, on n'a pas de rendu en dehors de notre écosystème. Parce que, tu sais, il est merveilleux notre écosystème, mais s'il est juste entre nous, ben on fait rien. J'ai dû donner des centaines d'entrevues dans les médias au fil de ma carrière, pour de vrai. Puis une de mes raisons pourquoi je fais ça, c'est justement sortir la chambre d'écho. Il faut parler aux boomers, OK? À Radio-Canada, à TVA, à Novo, OK? Si on a l'occasion de s'exprimer, puis de le faire, puis de pousser le message à l'extérieur du milieu, tu sais, je le sais que certaines de mes entrevues à Radio-Can et autres ont fini sur un bureau de ministre. N'est-ce pas là une influence? T'sais, ils ont peut-être pas aimé ce qu'ils ont entendu. Là. Ils ont probablement pas aimé ce qu'ils ont entendu, mais bon, ça, comme quoi toute influence, c'est pas nécessairement bonne. C'est probablement un fait. C'est bon signe s'ils n'ont pas aimé ça. Ben peut-être, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut que ça vienne de la base aussi, puis faut pas, comme tu l'as dit, il faut arrêter de se dire qu'on est tellement... Oui, on est bon, ok, c'est super, mais on est bon entre nous, ça serait encore mieux si on était bon, puis qu'on portait cette expertise-là en guise d'influence à l'extérieur. Fait que, tu sais, apprenez... Moi je pense, je crois vraiment très fortement à alimenter la capacité des spécialistes en cybersécurité dans le milieu québécois, dans le milieu canadien, de développer cette capacité de parler aux médias, de ne pas les voir nécessairement, parce qu'historiquement, ça a été... Si on se remonte il y a comme 20 ans dans la communauté de hacking, c'était très mal vu de parler aux médias, ça se faisait pas. Tu sais, je veux dire, au même titre que c'était au même moment qu'il y avait des concours de spot de Fed, la DEFCON et autres conférences, là, tu sais, on était très, très insulaire. Ça, c'est bien le fun quand on aime se taper dans le dos, mais je pense qu'il faut sortir de cette zone-là
y aller l'extérieur, faire marcher nos contacts à l'extérieur du milieu. Puis à défaut d'avoir un organisme qui fait du lobbying à temps plein, ça peut être un vecteur, en fait, d'influence. En tout cas, moi, j'y crois. On verra si ça fonctionne ou pas, mais il faut pas avoir peur jusqu'à un certain point dans la capacité on peut le faire de s'exposer. On est intelligent, right? On est en mesure de bien s'exprimer. Faisons-le dans les médias. Apprenons cette game médiatique-là. Arrêtons de les voir comme des ennemis. Voyons-les comme des outils. Je suis très d'accord avec toi qu'il faut prendre la parole. Et je pense que notre communauté n'est pas intrinsèquement à l'aise, forcément, à aller prendre la parole dans le mainstream. Fait que ça joue. Pas Ça tout le monde, Ça mais je s'apprend. suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 2 stéréotypes ou idées reçues qui jouent en notre défaveur. Une, c'est que la communauté cyber, c'est un peu des nerds. Fait qu'il y a la première chose. Puis la deuxième, c'est que le cyber, c'est hyper technique, c'est hyper niche et ça n'impacte pas tout le monde. Alors que c'est justement le contraire. Et ce sont souvent les choses les plus techniques qui ont les plus grosses retombées générales. Et c'est là que ça devient compliqué parce que ceux qui sont les plus techniques ne sont pas forcément les plus pédagogues. Et là, l'idée ne passe pas. Donc en fait, il faut apprendre à parler en public et apprendre à vulgariser pour que les gens se sentent concernés par ces choses justement très techniques. Mais je pense aussi, une des raisons pourquoi les gens ont généralement beaucoup de réticence à parler aux médias, c'est beaucoup parce que c'est extrêmement facile d'être mal cité. Moi, je l'ai moi-même vécu. Ben, surtout dans des entrevues dans lesquelles tu as des journalistes qui te posent des questions. Souvent, la façon que ça marche, c'est le journaliste t'appelle, il te pose des questions pendant 10-15 minutes. Après ça, c'est silence radio, puis tu as un article qui est publié avec des citations, entre guillemets, qui sont souvent des fois des formulations douteuses de qu'est-ce que tu as expliqué, qui sont après ça publiées. Fait que généralement, souvent, les gens ont été souvent très, très réticents à parler à des journalistes parce que c'est un peu ça qui arrive malheureusement quand même souvent. Puis souvent, c'est que, tu sais, quand tu es très mal cité dans les médias, ça fait mal paraître ta réputation professionnelle. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réticents. Maintenant, je fais de l'académique, fait que ça me dérange pas trop d'être mal cité une fois de temps en temps. Fait que je me permets de donner un peu des entrevues maintenant à cause de ça. Fait que moi, ça me dérange un peu moins maintenant. Fait que c'est ça. Mais professionnellement, tu veux pas avoir une côte qui exprime très mal ce que tu essayais de dire, puis ça devient de quoi qui est un peu tout croche, puis qu'après ça, à chaque fois qu'un employeur te Google, c'est cette côte douteuse-là qui tombe dessus. C'est, je pense, une des raisons pour laquelle il y a eu quand même beaucoup de réticence dans les milieux à parler à des journalistes. Fait que généralement, ce qui arrivait, c'est qu'il y en avait quelques-uns dans la communauté que ça leur dérange moins cet aspect-là ou qui sont un peu plus à l'aise à discuter à des médias, puis ça finit par être tout le temps ces personnes-là qui parlent à des médias. Fait que c'est un peu ça qui a fini par arriver. Mais je pense que la raison pourquoi il y a une réticence, c'est beaucoup cet aspect-là de réputation professionnelle qui est extrêmement fragile parce qu'il suffit qu'il y ait un article dans lequel tu es excessivement mal cité pour que ta réputation professionnelle soit très, très affectée. Une initiative que j'avais vraiment aimée. J'ai la chance, dans une de mes implications, d'être le coach pour l'équipe CyberSci. Donc, CyberSci, ça, c'est une entreprise à but non lucratif qui coach les étudiants à grandeur du Canada en CTF, donc en cybersécurité. Puis moi, mon rôle en tant que coach, dans le fond, c'est de les aider, donner des cours, les faire pratiquer des CTF, etc. L'équipe gagnante du CTF pour devenir Équipe Canada va à des compétitions à l'international, donc va au mondial, et aussi sont invités en tant qu'équipe guest à la compétition européenne. Puis ce que j'ai trouvé, toute cette histoire-là, tout ça pour dire que à la compétition européenne, l'équipe du Danemark s'est fait suivi tout le long par un groupe de médias qui a ensuite, dans les médias le plus typique, le plus populaire de Danemark, qui a publié un article de leur succès à la compétition. Donc, en tournant la cybersécurité en e-sport, si on veut, en sport, ça a été leur façon d'amener ça au grand public, de faire comprendre que ces gens-là peuvent arriver à des succès, puis on peut être fier de ce genre de succès-là. Donc ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Oui, puis moi, je vais clore là-dessus en faisant une espèce de déclaration un peu brutale, comme d'habitude. Puis pour rejoindre un peu ce que tu disais, c'est historiquement entre nous, puis c'est pas la réputation professionnelle au sens
face à un employeur, c'est la réputation dans la communauté. Puis on a eu énormément peur entre nous, parce qu'on est très dur entre nous pendant longtemps. C'est beaucoup moins pire maintenant, on est beaucoup plus permissif et c'est heureux comme ça parce qu'on laisse la place. On laisse la place à l'erreur, on laisse la place aux gens à émerger. Parce que ça évite aussi qu'on devienne une communauté complètement imperméable. Parce que si on permet personne à faire des erreurs, finalement, tout le monde a peur et il ne parle plus. Fait qu'on s'est longtemps ennuyé comme ça. Si on regarde la culture hacker américaine, a été très porteuse de cet élitisme-là pendant très longtemps. Ils sont en train de déconstruire, heureusement, eux autres aussi. Et nous aussi, au Québec et au Canada, on est en train de déconstruire cette image d'élitisme-là qui nuisait à cette communication-là parce que, tu sais, pendant les médias, c'est toujours un risque puis de ça. Et à un moment donné, il faut arriver à un niveau de confiance à dire, OK, je vais prendre le risque, je vais être mal cité, puis je vais vivre avec demain matin. Puis c'est pas grave d'être mal cité parce qu'à force d'être cité, à un moment donné, ben, il y en a des bonnes citations qui vont arriver et qui vont être percolées dans le mainstream, donc dans l'univers des gens qu'on aimerait qui adoptent de meilleurs comportements et des choses comme ça. Sur ce, merci énormément de votre participation. On n'a pas été tant subversif que ça. Merci. On te remercie de l'invitation. Mais un peu aussi. parce que tu sais, essayé un peu, mais finalement, ça n'a pas J'ai essayé. Je vais pas dire que j'ai pas essayé. Là. C'est de nous coincer, hein? Bref, merci beaucoup. Fait que c'est une excellente collaboration. J'adore ce genre de panel-là parce que c'est des idées nouvelles qui émergent. On est justement devant un public. Puis c'est justement quand on parlait d'ouvrir et de parler, ben c'est justement ce genre de communication-là qui justement favorise face aux autres ou face aux gens qui s'intéressent au milieu et nous aider à avancer. Merci énormément. Merci.